Bonsoir à tous. Bonsoir. Du coup, merci d'être venus, c'est super sympa. Alors, il y a une partie qu'on connaît un petit peu parce que c'est nos étudiants. Et puis il y a une autre partie qui vient depuis le groupe Meetup. Et donc merci d'être venus cette fois-ci. Alors on sait que les précédents Meetup qu'on a organisés étaient un petit peu loin. Ils étaient organisés à La Villette. Et du coup, c'est vrai que c'était pas forcément évident pour tout le monde de venir. Alors à partir de maintenant, on essaiera de les organiser ici ou en tout cas dans des lieux proches. Donc l'idée étant vraiment de vous permettre d'y accéder rapidement et facilement. Donc on ne devrait plus avoir ce problème-là. Alors, on s'appelle Blue encore, on est deux trucs, on est une start-up dans la tech et on est également une ESN puisqu'on va accompagner des startups, on fait de la réalisation complète, de la TMA, de la formation, vraiment pas mal de choses. Il y a un peu toute l'équipe qui se trouve là, sur place, alors il en manque quelques-uns. Pour ce meet-up, c'est un meet-up qui va se dérouler en 3 petites sessions, mini-sessions, où on va vous montrer à chaque fois des petites choses qu'on peut faire et qu'est-ce que c'est que le scrapping, évidemment, puisque c'est un peu le sujet de ce soir. Maintenant, vu que je me suis présenté, on va aussi du coup laisser Abdou, qui est formateur à la Wild, nous expliquer ce qu'est ce lieu et ce qu'on y fait, parce qu'il y en a qui se posent des questions. Et puis ensuite, on pourra démarrer. Sois pas trop long, par contre. Oui, ouais, c'était une vanne, Je t'allais te mettre là. Ouais, c'est pas bon mal par ici. Ah, nickel. Bonjour à tous. Il y a les élèves qu'on connaît déjà. Bon, salut à vous. Bonjour. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, en gros, la Wild Code School, c'est un lieu où vous pouvez apprendre vous pouvez devenir dev. On va vous apprendre à apprendre et on va essayer de faire ça dans une ambiance un peu familiale, un peu cosy, dans laquelle vous allez pouvoir être en chaussettes, vraiment libéré de tout stress et tout problème. Le défi qu'on a, au départ, c'était de former des devs en 5 mois. C'est-à-dire qu'on part du principe que pour apprendre une technologie, on n'a pas besoin de 5 ans d'études ou autre, parce que la technologie avance tellement vite qu'au bout du compte, on se retrouve sur quelque chose qui est obsolète au moment où on sort de ses études, alors que maintenant, avec des écoles comme la Wild Code School, on peut vous permettre de rentrer dans le métier de dev et d'accéder au métier de dev très rapidement. Au-delà du métier de dev, à la Wild Code School, vous pouvez aussi apprendre le métier de data analyst et aussi, on a aussi une prépa numérique pour les jeunes qui sont en recherche de ce qu'ils veulent devenir et d'où ils veulent aller. Voilà. Aujourd'hui, on vous accueille à la Wild Code School Paris. Il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles un peu partout en France, maintenant en Europe. On en a ouvert 5 récemment. 5 ou 6, je sais plus, mais voilà, et c'est un grand réseau, et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à la fin du meet-up, je répondrai. Cool. Merci. C'était court. Ouais, non, c'est bien. Franchement, félicitations. Donc pour ce meet-up là, donc je vous l'ai dit, ça va se dérouler en 3 temps, et pour le coup, donc il y a Christophe qui se trouve là-bas, Thomas qui se trouve à côté aussi, et moi évidemment, et on va chacun prendre un petit sujet, et on va tenter de vous expliquer ce qu'est le scrapping. Alors, dans le concret un peu, on va faire des généralités avant de vraiment laisser la parole à Thomas qui commencera. Le scrapping, c'est une technique qui permet de manipuler de la donnée, d'extraire du contenu web, d'en faire un petit peu autre chose. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà fait du scrapping ? Vous pouvez partir. C'est un meet-up. C'est un meet-up là c'est un meet-up orienté vraiment débutant. On va montrer des choses un peu basiques. Donc si vous avez déjà fait ou si vous avez déjà manipulé, peut-être qu'il y a des notions que vous aurez déjà vues évidemment. On espère quand même cependant vous intéresser. Parce qu'on a des petits exemples, des petites choses. Mais c'est vraiment un meet-up débutant. Chez Blue encore, on essaye vraiment de faire des meet-up débutants. On part du principe qu'on va vous apporter des choses et c'est pour ça que c'est toujours orienté vraiment de démarrage. Ça peut concerner une page web, mais pas que. Ça peut concerner un flux XML, une réponse en JSON ou n'importe quelle donnée qui serait accessible depuis une URL. La plupart du temps, le scrapping, ça va quand même se baser sur des pages web et on va manipuler les pages web, en sortir des données et faire quelque chose d'autre. Non, ce n'est pas du piratage. Quoique, peut-être. Après, avec un peu de technique, on peut aller jusqu'à automatiser des process avec le scrapping. Alors c'est vrai et c'est faux, on ne sera plus vraiment dans du scrapping, mais plus dans de l'automatisation. Cependant, les outils qu'on va vous montrer ce soir permettent quand même de le faire. Potentiellement, vous pourriez faire grossir votre réseau LinkedIn très facilement avec un petit script sous Casper, mais vous verrez ça plus tard. On va laisser des petits trucs et on a un dépôt GitHub qui était sur la slide précédente, qui est ici. Ce dépôt-là, vous pourrez l'utiliser, les exercices, et ce qu'on va vous montrer en fait dans le meet-up sont sur ce dépôt, mais on va en ajouter d'autres demain.
Donc du coup, regardez le dépôt demain, ce sera plus intéressant. On va pas le mettre ce soir, mais on le mettra demain et il y aura un petit script qui permet évidemment donc de faire grossir son réseau LinkedIn. C'est mal, mais c'est vachement bien en fait. Et je vais laisser la parole à Thomas qui va démarrer et pour le coup vous montrer que dans le navigateur, tout démarre. Bonsoir tout le monde. On m'entend bien? Nickel. Bon, donc ouais, moi ça va être assez simple, hein, c'est vraiment la base. On va partir de notre navigateur et on va faire quelques petites requêtes jQuery, toutes bêtes pour récupérer des éléments. Donc d'abord, pour ceux qui ne savent pas, jQuery c'est juste une bibliothèque JavaScript libre qui a été fondée en 2006. Elle permet de pouvoir naviguer dans le DOM facilement, de pouvoir faire de la gestion d'événements, ça peut aussi manipuler les feuilles CSS, donc on peut à peu près tout manipuler sur une page avec du jQuery. Il y a aussi des différents plugins qui sont disponibles pour le navigateur. Sur Chrome, moi j'utilise jQuery Injector. Après il y a jQuery Inject, il y en a plein qui commencent par jQuery et qui finissent généralement par Inject. On va aller tout bêtement sur le vrai Google et on va ouvrir notre joli petit panneau de dev. Voilà. Donc quand je vous parlais du petit plugin, bon, moi j'ai été feignant donc j'ai fait en sorte que ça injecte automatiquement dans Google, mais sinon inject to page et là on voit bien qu'on peut commencer à faire du jQuery. Donc là j'ai ma... Ah, et peut-être vous agrandir, c'est vrai. Faut le dire si vous ne voyez pas assez. Hein. Hop, hop. C'est ce que j'essaie de faire. Eh ben, la console, elle veut pas. Ah. Ah ah. Voilà. Un petit peu plus? Comme ça, là? Encore? Ok, on me dit stop. On est bien? On est bien. Bon, je vais peut-être diminuer par contre celle-là. On voit encore, c'est bon? C'est nickel? Ok. Bon, donc on va juste commencer par créer... Ouais, j'ai peut-être essayé plein de trucs. Ça va, je me suis amusé. Donc on va essayer de récupérer le body d'une page, tout bêtement. Donc je récupère mon body que je mets dans une petite constante. Tout bêtement, allez, on va vérifier qu'on a bien quelque chose là-dedans. Ouais, je sais, j'ai essayé beaucoup de choses. On a bien un truc. Bon, là on est sur une page Google assez bête. On va quand même essayer de naviguer un peu, mais je suis feignant, j'aime pas trop me servir de mon trackpad. Donc on va aller chercher le champ input, ce serait pas mal. Allez, on va mettre ça aussi. Hey, super. Donc là je vais aller chercher dans mon objet body dans ma constante body que j'ai créée tout à l'heure, les inputs, et je vais ranger ça dans input. On va faire une petite vérification encore une fois. Donc là, j'ai quand même pas mal d'inputs, on va juste voir lesquels sont intéressants. Tiens, celui-là il me paraît pas mal. Donc c'est le troisième. On va maintenant rentrer des choses là-dedans. Hop. Oui, autant pour moi, désolé. Voilà. Hop là. Et on va aller chercher les équinés. Bon. Voilà, je vais juste mis le champ de recherche, donc je voudrais savoir où est-ce que... Oh là, désolé. Où est-ce que je peux cliquer après? Donc, normalement, hey, le 6. Pareil, tout bêtement. Hop là.
j'avais oublié des parenthèses. Donc normal. Un miracle. Donc là, moi, j'ai ma petite page Google avec mon petit équiné, c'est cool. Donc bon, recherche Google classique. Mais là, moi, j'ai envie de récupérer, en fait, toutes les adresses de sites, donc toutes les URL, parce que j'ai envie de me faire une petite base de données tranquille avec tous mes sites qui parlent des équinés. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va récupérer le body, puis on va juste. Donc là, on voit que c'est sur site. Ah, j'ai cliqué. Désolé. Donc là, je vais juste récupérer celle-là, donc l'élément, j'en profite, c'est cité. Ok. Donc on va recréer ça. On va faire comme tout à l'heure. On va faire une recherche sur le body que je viens de créer. Trop petit. D'accord. C'est mieux? Et hop, je vais rechercher. Voilà. Et... la petite typo qui va bien. Et maintenant, j'ai envie de savoir quand même dans tout ce que j'ai. Donc j'ai un sacré paquet de trucs. Et hop, là. Bon, j'ai la base URI, mais ça passe par Google, donc c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. On va chercher un petit peu plus loin. Et là, parfait. J'ai une petite adresse qui traîne, donc on va aller récupérer ça. Hop là. Donc là, j'ai mes cités. Moi, je vais donc juste récupérer toutes mes URL. Donc c'était... On va peut-être parcourir la liste. Donc, alors... laisse-moi en paix, toi. Ah, cité. Et là-dedans, moi maintenant, forcément j'avais oublié un petit truc pour ranger tout ça. Hop là. J'ai réussi à pas zoomer cette fois-ci. Et là, moi je vais vouloir récupérer donc toutes mes URL qui sont cachées dans mon mineur HTML. Désolé, je m'embrouille un peu, hein, la bouche un peu sèche. Donc je vais vouloir les ranger dans mon tableau. Hop là. Et donc... Là, normalement, là, ce que je viens de faire, je vais quand même vous l'expliquer parce que j'ai un peu parlé dans ma barbe. Donc, je me suis créé une liste vide, histoire que ce sera là-dedans où je vais pousser, où je vais mettre toutes mes URL.
Donc mes URL qui sont cachées au milieu de tout ça, qui sont dans la propriété inner.html. Donc pour ça, j'ai créé une petite boucle classique avec mon petit itérateur auquel je commence à 0. Je lui dis qu'il va continuer à boucler jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de mon tableau. Et je lui dis qu'à chaque boucle, il augmente de 1. Donc, et à l'intérieur, il va me mettre dans mon URL, il va me pousser. Donc pour chaque cité qui sera parcourue, il va me pousser l'inner HTML qu'il trouve. Donc on va vérifier. Toc, toc, toc. Et là, victoire, j'ai ma petite liste de mes premiers sites qui parlent de l'Echidné. On va reprendre ici. Donc, là, grosso modo, pour faire du scrapping à la main, vraiment avec jQuery, on commence par récupérer le body de la page, donc ce que j'ai fait au début à chaque fois, donc mon const body. Après, c'était chercher l'élément qui m'intéressait. Donc au début, j'avais cherché le input, après j'avais cherché juste le cité qui me donnait mes URL. Et après, on traite les données. Parce que là, les premières fois, j'avais juste une liste complète avec plein de choses qui ne m'intéressaient pas, juste récupérer moi ce qui m'intéressait. Donc ça, c'est très simple à faire, très rapide à faire avec du jQuery. Donc ça fait justement partie de ces avantages du scrapping tout bête à partir du navigateur avec jQuery, c'est que c'est rapide à faire, c'est léger, ça ne demande rien, juste d'injecter un peu de jQuery dedans, et c'est facile à réaliser. C'est vrai que par contre, il n'y a pas de persistance de données. C'est que là, c'était dans mon navigateur, une fois que je recharge la page, ça disparaît, jamais je l'ai copié nulle part, j'ai plus de traces. Et aussi, c'est vrai que c'est une méthode manuelle, donc si jamais on veut faire des choses un peu plus complexes, ça devient tout de suite plus fastidieux. Et comme c'est une méthode manuelle, on a plus de chances de faire des erreurs, de tout rater, de devoir tout recommencer, et puis on est tous un peu feignants, donc voilà, un peu chiant. Donc là, c'était la méthode manuelle toute bête avec jQuery. Maintenant, je vais vous présenter... je vais laisser Julien... Tu peux le faire si tu veux. Non, je vais laisser Julien nous présenter jQuery, mais via la console, réellement. Je vous remercie. Je vais juste ajouter 2-3 trucs par rapport à ce que Thomas vient de vous montrer. Quand on est dans la console du navigateur, le problème effectivement de persistance, il est vraiment réel, c'est que vous allez coder des trucs, comme il l'a fait là, vous allez récupérer des choses. Alors, vous avez peut-être pas vu tout à l'heure, mais il a quand même rempli un champ de formulaire, il a cliqué sur quelque chose qui veut dire qu'on peut quand même déjà démarrer un peu de l'automatisation de processus. On pourrait se dire, je vais dans une page, je rentre mes données d'information, de connexion, je me connecte, et puis je peux faire des choses derrière. Le script qu'on vous donnera qui permet de faire grossir votre réseau LinkedIn, j'y reviens mais il est sympa, il se base essentiellement sur jQuery dans le navigateur. Ça veut dire concrètement, on vous file un bout de script, il faut le copier, il faut le coller, il faut utiliser l'injecteur qui vient de vous montrer. Ça se trouve sur le Chrome Store sans aucun problème, c'est très facile à trouver, l'injecteur jQuery. Et puis après, vous lancez ça et puis c'est parti, rouler jeunesse, ça marche tout seul. Par contre, c'est très compliqué à faire, ce qu'il vient de faire, mais en fait, ça va être la même chose pour ce qu'on va faire juste après, parce que ça vous demande quand même de connaître la structure de la page HTML dans laquelle vous allez aller taper. Pas le choix, je suis obligé de me balader dans le DOM pour trouver des trucs, sinon je ne sais pas sur quoi agir et je ne sais pas du tout comment en fait je vais créer mon script. Donc il y a quand même un petit ticket d'entrée au scrapping, c'est comprendre une structure HTML. Pas le choix, c'est obligatoire. Vu qu'on a vu maintenant du jQuery dans le navigateur, puisque en fait jQuery c'est dans le navigateur, généralement c'est une librairie qu'on va utiliser sur un browser, il faut savoir qu'on peut aussi maintenant le faire en console. En console, ça veut dire dans Node. Donc un script Node qui va se jouer en mode headless et qu'on va pouvoir comme ça faire runner dans la console. Pour ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle Cheerio. Il y en a qui font du Cheerio ou qui connaissent Cheerio. Je sais Abdou. Alors Cheerio, c'est extrêmement utile.
Il faut savoir quand même que jQuery, son gros avantage, c'est d'abstraire plein de trucs en JavaScript qui sont super chiants à écrire soi-même et d'en faire une API super propre. Cherio reprend exactement ce que vous avez dans jQuery, mais dans Cherio et donc dans Node. Donc Cherio, c'est une implémentation de jQuery côté Node.js, ok, j'ai déjà dit. Ça permet de traverser le DOM en le chargeant dans l'outil et aussi de le modifier. Pour la modification, je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, personnellement, je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas dans quel contexte on pourrait faire ça, mais concrètement, on peut. C'est-à-dire que je peux récupérer une structure HTML, je la mets dans le Cherio et puis je dis à Cherio, bah tiens, vire des divs, rajoute des boutons, enlève des textes. Si on a envie de pomper des sites et de les refaire à sa sauce, pourquoi pas, mais je ne vois pas trop l'intérêt derrière. Cela dit, on peut le faire. Voilà. Quoi ? C'est pomper des sites qui... C'est bien plus rapide que les concurrents. Pour le coup, il y a eu des benchmarks. Cherio, c'est vraiment celui qui est le plus rapide à utiliser et qui s'exécute le plus rapidement, évidemment, au niveau parsing de data. Alors attention, Cherio, c'est pas un navigateur du coup de Node non plus. Donc il n'y a pas de JS dedans. On ne peut pas récupérer ou scraper du JS ou modifier des scripts, ça ne marche pas. Et il n'y a pas de CSS, évidemment. Vous allez charger dedans des structures HTML. Donc c'est vraiment pour traverser le DOM et puis travailler avec. Pour charger une structure dans le Cherio, c'est hyper simple. Tout le monde voit au fond, c'est bon ou pas? Ouais, ok. En fait, dans Node, on va le faire ensuite. Je vous ai préparé un petit script qu'on va jouer ensemble et que je vous expliquerai. On va simplement déclarer une constante Cherio, et on va faire un require de Cherio. Ce qui veut dire qu'avant, je ne l'ai pas mis évidemment, mais il faut faire une PMI de Cherio pour l'avoir dans son projet. On require Cherio, ensuite on fait une const $, du jQuery, et on fait simplement un Cherio.load. Donc la méthode load, on va lui donner une structure HTML à l'intérieur, et après on utilise des options ou pas. La plupart du temps, ou pas, mais des fois on peut utiliser des options qui existent, et notamment on peut parser du XML, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Si vous avez de la structure XML à parser, Cherio c'est vachement bien pour le faire. Faites-le à la main, après vous le ferez avec Cherio. En dessous, je vous ai mis un lien que vous retrouverez dans les slides. Les slides sont sur le dépôt GitHub. Ce lien-là, c'est toutes les options disponibles sur le parseur. Il faut savoir que Cherio se base sur un parseur qui s'appelle HTML Parser 2. Et donc, vous aurez des options disponibles qui sont exactement les mêmes que cette librairie-là, puisque c'est basé dessus. Une fois que la structure elle est chargée dans Cherio, donc dans le $ qu'on a là, quand j'aurais pu appeler ma superstructure, ça marche aussi, je vais pouvoir travailler avec. Et là, on va utiliser exactement la même documentation que jQuery. Il n'y a rien qui change, c'est pareil. Donc si vous faites un peu de jQuery ou si vous commencez à en faire, c'est pour les gens du premier rang. Du coup, vous allez pouvoir utiliser de la même manière votre structure HTML et Cherio pour la parser et récupérer des infos. Là, on part du principe qu'on avait une structure du coup avec des classes et avec des divs qui s'appelaient fruits. Donc on a une structure avec une div fruit ID et puis des points Apple à l'intérieur ou un point Apple à l'intérieur qui contient un texte Apple. Je vais simplement appeler Cherio, lui dire je cherche le point Apple dans le contexte. Donc du coup dans le parent, le deuxième paramètre c'est un parent, dans le parent donc une div qui s'appelle fruits, et je vais simplement faire un point texte pour récupérer le texte, je le récupère, j'en fais ce que je veux. Donc là, avec ça, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Il suffit simplement de charger une page sur Internet et puis de jouer avec. Ça demande quand même de connaître la structure, toujours pareil. Là, je vous ai mis 3 exemples. Évidemment, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tout mettre ici, puisque c'est pareil que jQuery. Mais je vous montre un peu ce qu'on peut faire et je les ai rangés. Là, notamment, c'est les sélecteurs, puis il y a d'autres trucs après. Pour l'autre exemple, on récupère la classe d'un truc qui s'appelle .peer et qui se trouve dans une UL. On imagine donc que c'est une LI. Et la classe .peer, sa classe, c'est peer. Classique. Et donc du coup, on le récupère comme ça et on peut travailler avec. Pareil, en dessous, une autre écriture, vous remarquez que c'est l'écriture en fait des sélecteurs CSS, c'est la même chose, c'est comme dans jQuery. LI, classe orange, .html, ça contenait orange. Donc on peut récupérer soit du texte, soit des attributs HTML, X ou Y, tout ce qu'on veut comme attribut, soit du HTML pur, et donc une autre structure HTML qui est contenue dans une structure HTML plus haut. On peut vraiment faire ce qu'on veut et travailler avec tout ça. Il y a également la possibilité de jouer avec les attributs, ce qui veut dire que, donc là on a remis, mais on a le point HTML ici qui me permet en fait de récupérer le HTML contenu dans le point Apple qui a pour attribut un ID favorite. Donc on peut aussi en fait scoper par attribut, récupérer des éléments, travailler sur les structures et récupérer par exemple ici le HTML qui va ressortir. Ça marche aussi sur les inputs, et on peut par exemple un input de type checkbox demander ceux qui sont checked et savoir s'il est checked ou pas. On aura un false ou un true. Cocher true,
décocher false, classique, et c'est comme en jQuery encore une fois. Pareil, on peut récupérer de la data. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette écriture-là, là, data-quelque chose, enfin, ou data-quelque chose d'ailleurs. Ouais, il y en a dans la salle qui utilisent ça. Ça, c'est vachement bien quand on veut attacher de la donnée à une balise HTML, puisque c'est faisable, c'est même intéressant. Bon, un peu moins maintenant que les frameworks quand même, mais c'est vrai que ça reste quand même de temps en temps intéressant. On peut récupérer avec le point data, la data sous forme d'objet JSON, enfin d'objet JS pour le coup. Et ça, c'est bien quand on a besoin ensuite de le travailler et de récupérer de la data et puis de pouvoir faire des choses avec. Ça arrive sous forme d'objet, on travaille avec sur les propriétés, on récupère les valeurs. De la même manière, si on a des inputs qui sont remplis, ce qui est peu probable dans une page qu'on récupère, mais pourquoi pas, donc on pourrait récupérer la valeur de l'input simplement avec .val sur un input, ça marche aussi. On peut savoir également si un élément a une classe ou pas. As class, peer, donc vrai pour le point peer évidemment, et si c'était une autre classe, on pourrait vérifier si elle dispose également de la classe. Donc quand on a des balises qui ont plusieurs classes, on peut en demander une ou ne récupérer qu'une balise qui a une classe bien particulière. Généralement, ça va bien marcher pour les trucs qui sont actifs. Quand on est dans des menus, par exemple. On demande que celui qui est actif et comme ça, on le récupère et potentiellement, on peut travailler avec ça. De la même manière, sur un formulaire avec des inputs, donc un name-foo par exemple, une value bar, on va pouvoir sérialiser sous forme d'array et donc récupérer des objets à chaque fois pour chacun des inputs qui nous donnent quel est le nom du input, quelle est sa valeur. Vous voyez que c'est assez puissant quand même et du coup, avec quelques lignes, on va pouvoir travailler sur ces structures-là et puis après faire un peu ce qu'on veut puisque on récupère à chaque fois des structures, soit des arrays, soit des JSON, soit du texte et tout ça, ça permet de manipuler la data. Pour les formulaires, ça existe aussi. Donc là, on a un exemple de formulaire. Alors celui-là, bon, peut être intéressant, mais pas forcément. Mais le serialize, il était important de le mettre quand même. Vous permet de serialiser sous forme de string, absolument tout ce qui se trouve dedans. Et ça peut être utilisé pour faire des requêtes si on a besoin. C'est assez rare de l'utiliser en réalité, mais on peut obtenir ça sans aucun problème aussi avec serialize sur un form. Vous voyez, j'ai une structure complète, je lui demande de serialiser, terminé, il me le serialise derrière. On peut également, et ça c'est peut-être un peu mieux, sérialiser sous forme d'array. Donc serialize array, ce qu'on a vu juste avant. Hop, je récupère une structure de données d'un formulaire complet et puis boum, je le sérialise en array. On peut aussi traverser le DOM avec des méthodes vachement intéressantes et notamment trouver des choses, avoir de l'info, récupérer de la data. Et bien sûr, pour ça, on utilisera assez souvent .length qui nous permet de compter des choses. Ou alors, on peut aussi simplement récupérer la valeur d'un attribut. Donc là, vous avez plusieurs exemples. On peut chercher directement dans une div qui a un ID fruit tous les LI et savoir combien il y en a potentiellement pour travailler sur la structure. On peut aussi, c'est un peu particulier, mais on peut chercher avec un sélecteur Cherio depuis un sélecteur Cherio, ça marche aussi. C'est un peu inceptif, mais ça marche. On peut faire du .length là-dessus, récupérer la valeur. On peut aussi, et ça c'est plutôt sympa, remonter sur les parents. C'est-à-dire qu'on est sur un enfant actuellement parce qu'on est positionné dessus et puis on veut remonter sur le parent, .parents, boum, ça remonte juste directement au-dessus. On récupère l'attribut ID, on sait que .peer était dans un truc qui portait un ID fruit, par exemple. Donc ça permet vraiment de naviguer dans le DOM et de se déplacer et de faire des choses avec les différents éléments. Parents nous permet de connaître le nombre de parents au-dessus. Donc celui qui est juste au-dessus et encore celui qui est au-dessus. Donc combien il y en a exactement au-dessus. Et donc on connaît un petit peu l'endroit précis dans la pyramide où est placé l'enfant. De la même manière, on peut scoper. C'est-à-dire que je veux savoir combien de parents existent au-dessus qui portent l'ID fruit. Donc vous voyez que c'est extrêmement rapide à écrire en réalité. Les méthodes sont rapides à mettre en place et on peut faire des choses très rapidement. Vous avez faim ? Moi aussi. Alors pour l'exemple, et pour vous montrer un petit script sympa, bien sûr que vous retrouverez encore une fois sur le dépôt. Alors je vais simplement m'ouvrir, c'est dans View, c'est ça, la debug console. Ah non, c'est pas ça que je veux, c'est le terminal, moi. Ok. Le terminal, il est trop petit, là, j'imagine, non ? Ça va ? Ouais, celui-là, ça va du coup, hein. Ok. Thomas, ta note sur ta machine. Ah, c'est bien. Ok. On a ici un script qui s'appelle scrap.js, donc du coup, je vais juste entrer dans le Cherio. Et puis, ce script, je vais vous le montrer et je vais vous l'expliquer. Wow, c'est super beau.
Ok. Tac. Pour ce script, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai simplement souhaité, ici, connaître les 10 restaurants qui se trouvent autour de moi dans mon arrondissement. Donc je donne un arrondissement de Paris. En l'occurrence, si je mets rien, ce sera le 5e arrondissement. Incroyable. Et sinon, je peux mettre ce que je veux en le passant en argument dans mon script Node. Je vais charger des restaurants via Michelin.fr. Donc c'est pas via Michelin, mais c'est Michelin.fr, donc le guide. Et puis, je vais lui donner ici, avec une information contextualisée, le fameux arrondissement. Il va me récupérer du coup une structure HTML réelle, une vraie structure HTML. Concrètement, il se rend sur le site, ni plus ni moins. Donc il se rend sur le site, on a la page, et moi je la récupère, je la mets dans le chariot, et à partir de là, je vais travailler avec cette structure-là, et je vais essayer de récupérer des informations à l'intérieur, en ressortir une collection, trier aléatoirement cette collection, et ne sortir qu'un seul restaurant où on mangera demain midi. Je ne serai pas là demain midi. Je préfère le dire quand même. Alors pour ça, je n'ai pas fait grand-chose, ok ? C'est très rapide. J'ai simplement besoin de faire un require de 3 paquets. Minimist, il y en a qui connaissent Minimist ou pas, dans ceux qui font du Node ici? Il y a des gens qui font du Node ici. Ah ouais, c'est cool, personne ne fait de Node. Ok, vous savez ce que c'est Node ou pas? Est-ce que je peux commencer par ça? Non, ok. On a require Minimist. Minimist, en fait, c'est un paquet Node qui te permet de passer rapidement des arguments en ligne de commande et puis de les obtenir et de travailler avec. Là, en l'occurrence, moi, le seul paramètre que je vais passer à ma commande, c'est un paramètre qui s'appelle Boruf et qui me permet de récupérer l'arrondissement. Donc ça, si je ne le passe pas, c'est du 0,5, sinon, c'est celui que j'ai passé. Okay. Ensuite, je require Cherio, donc j'ai fait un NPMI de Cherio, et puis j'utilise request, et je fais donc un NPMI de request qui permet de faire des requêtes, comme son nom l'indique. Je me prépare ça au-dessus, je prépare ma petite constante, donc soit j'ai passé en argument un arrondissement, sinon je fais 0,5, okay. Et puis ensuite j'ai une constante URL avec un petit ECMAScript 6 ici, un templating, où je vais pouvoir lui mettre l'arrondissement à cet endroit-là. Alors on a de la chance ici, c'est peut-être pas toujours le cas, ça dépend des sites sur lesquels vous allez vouloir scraper de l'info, mais l'URL est tout le temps la même, et ici c'est Paris- et les 2 chiffres de l'arrondissement. C'est magique. C'est pas toujours le cas, donc faites super gaffe aussi à ce que vous voulez récupérer, il faut savoir quelle URL on va taper pour ensuite travailler avec. Nous, celle-ci, ça nous renvoie une structure, et puis on est OK, on va pouvoir travailler avec ça. Et du coup, on peut la contextualiser facilement. Ensuite, je fais un request. Okay. Je lui passe mon URL, très bien. Bon, ça, c'est les paramètres classiques que vous aurez dans l'outil request. Derrière, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur et surtout qu'on a bien un status code de 200. Des fois qu'ils aient changé l'URL, bande de petits malins, après ce meetup. Et ensuite, on a ici une initialisation de Cherio. Donc, je fais simplement $ que j'ai préparé là, cherio.load et le HTML qui provient de la requête. Et puis, comme ça, je peux travailler avec dans Node, c'est nickel. Ouais, vous inquiétez pas, on peut utiliser ça, on n'a pas besoin d'aller faire un copier-coller de la structure HTML et le mettre de façon dégueulasse dans notre script Node. On peut utiliser request, faire un appel, récupérer la structure et travailler avec. Après ça, une fois que c'est initialisé, que c'est nickel, j'envoie mon scrap, qui est juste une petite fonction en dessous, et ça fera plaisir à Abdou, puisque je n'ai pas marqué fonction. J'ai fait une petite fonction sympa, comme ça, en ES6. Et vous allez voir qu'en réalité, ensuite, ça s'arrête là, voilà. C'est uniquement ça qui va me permettre de vous afficher très rapidement le restaurant d'aujourd'hui. Vous voyez un petit peu en dessous aussi. Donc, concrètement, j'envoie mon scrap et je vais chercher des POI, des Point of Interest Elements. Et ça, je suis allé regarder un peu sur la structure. Ça s'écrit comme ça chez eux, c'est-à-dire qu'ils les ont mis dans des divs avec un point POI _card-description. C'est génial. Ça, je vais les récupérer, je vais les mettre sous forme d'array. Ça, c'est cool. Ensuite, je vais me construire ma petite const POIs qui va simplement être un POIs element, .map, qui retourne un array reconstruit. Je passe à chaque fois chaque POI et puis je vais récupérer le title parce que c'est le titre du restaurant qui m'intéresse. Donc le title, on sait aussi qu'en utilisant le POI actuel sur lequel on est en train de mapper, c'est-à-dire c'est une boucle, on va find à l'intérieur de ça l'élément qui est à la classe .POI_card-display-title. Parce qu'ils ont fait les choses bien et c'est à l'intérieur de ça qu'on a le texte. Je le récupère avec .text pour choper le texte et je fais un .trim derrière parce que chez eux, sinon on a des caractères devant derrière, c'est super pas propre du tout. En le trimant, au moins on récupère que le texte et on est tranquille, ça enlève les espaces devant derrière, c'est propre.
Rien qu'avec ça, et donc avec la méthode .map sur les arrays, je reconstruis un array propre qui ne contient que les titres des restaurants. Ce qui veut dire que d'une page où j'ai 10 résultats, je suis tranquille, c'est bon, ça y est, j'ai une liste des 10 restaurants sympas, selon Michelin, selon le guide Michelin, où je peux manger. Je fais rien sur les tarifs, etc. Évidemment, mais on pourrait parce que l'info est dans la page. Elle est dans un autre span, avec une autre classe. Je pourrais aussi récupérer les prix, trier par les prix. Vous voyez l'idée, on peut après imaginer ce qu'on veut. Là, vous avez de la data, elle est brute, et il n'y a plus qu'à aller la chercher, la reconstruire, la mettre dans des objets, dans des collections, en faire quelque chose d'autre. Tout ce qu'on a fait ici, c'est récupérer les titres des restaurants, les mettre dans un array. Point. À partir de là, je fais un point sort pour donc trier mon array, et je fais simplement un tri aléatoire avec 0.5 moins mat.random. Ça trie tout seul, et comme ça, à chaque fois, c'est autre chose. C'est le plus simple pour trier un array de façon aléatoire. Donc, pour ceux qui se demandent comment on le fait rapidement, ça, c'est vachement bien. Allez pas regarder sur Stack Overflow, il y a des postes comme ça pour trier des arrays, ça sert à rien. Si vous voulez de façon aléatoire, ça marche très bien, ça. Okay. Encore en dessous, bon là, c'est un peu de zèle. J'avais envie d'afficher l'URL avec du coup Google qui me permet de cliquer, et puis comme ça j'ai l'adresse du restaurant et tout le bazar. Ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai encodé, j'ai fait un encode URI, vous voyez, c'est pour enlever les espaces dans un nom, par exemple dans une string, et le remplacer par des pourcentages quelque chose qui permettent d'avoir tous les espaces, pourcentage 20 par exemple, ou autre caractère un petit peu particulier. Et ça me permet de construire avec google.fr/search et puis le paramètre query. Là, je lui mets le nom du restaurant. Je vais un peu plus loin que ça, je lui mets Paris et puis l'arrondissement qu'on avait choisi. Et comme ça effectue la requête sur Google et puis vous allez avoir l'adresse du restaurant, les infos d'ouverture, etc. C'est plutôt cool quand même pour un script qui me permet de savoir où je vais manger. Comme ça m'évite d'avoir à faire un copier-coller dans Google tout seul. Comme le disait tout à l'heure Thomas, on est développeur, donc forcément, on a envie de faire le moins de trucs possible, donc on fait des scripts pour ça. À la fin de ça, je vais simplement récupérer le POI 0, c'est-à-dire le premier de mon array qui est trié aléatoirement, et j'affiche « Aujourd'hui, on mange ici » avec le nom du POI et le lien qu'on a reconstruit au-dessus. Ça va pour tout le monde? Je ne suis pas allé trop vite? Ça va alors. Là, je préfère demander parce que, tu sais, des fois... Non, ouais, c'est... Du coup, on va le tester, notre scrap.js. Ah, forcément, vous n'avez pas fait de NPMI, les gars. Du coup, on ne va pas le tester, on va faire un NPMI. Voilà. Node scrap. Et donc, aujourd'hui, on mange à l'initial. On clique sur ça. On peut cliquer là-dessus. Et du coup, tac, on a le resto, on a tout ce qu'il faut, c'est nickel. Donc, c'est sympa. Hein. Donc, vous voyez qu'avec un petit peu ici de logique qui provient de jQuery, un petit script, en allant chercher, gratter un petit peu dans la structure. Alors, on pourrait aller la regarder quand même, cette structure, pour que vous voyez un peu de quoi ça, à quoi ça ressemble quoi, à la base. Donc, on était sur du 0.5, hein, c'est ça 0.5-0.5. Voilà. Donc bien évidemment, votre travail en premier quand vous scrapez, c'est d'aller voir comment est construite la page. Ça veut dire aller regarder le HTML. Donc du coup, c'est trop gros malheureusement cette fois. Hop, hop, hop. Voilà. Aller regarder le HTML, trouver ici, vous voyez, les bonnes classes qui se trouvent sur les divs qui nous intéressent. Et là, on peut tout faire. Concrètement, j'aurais pu récupérer l'image, j'aurais pu récupérer plein de choses et faire quelque chose avec. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est absolument illimité le scrapping. On a de la data, elle est sur Internet et on en fait quelque chose et on fait des scripts. Mais évidemment, vous devrez aller creuser d'abord là-dedans. Voilà pour l'exemple avec Cheerio. Je vais laisser la parole à Christophe, du coup, qui va vous montrer comment on manipule un petit peu plus avec Casper.js. Il y en a qui connaissent Casper.js? C'est français, les gars, cocorico. Donc, Casper.js, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un utilitaire de navigation et de test côté console. Voilà. Donc c'est un petit peu comme Cheerio, etc. On va l'utiliser directement dans notre console via... je vais vous le montrer juste après. Donc on dit un utilitaire de navigation, mais c'est surtout et avant tout une librairie avec tout un set de fonctions et de méthodes en fait très simples à utiliser. Donc là je vous en ai mis quelques-unes. Je vais vous montrer rapidement sur... s'il ne me l'a pas fermé. Non, c'est bon. Voilà, sur leur documentation. Vous avez ici... Toute leur moi je vais vous le zoomer direct. Je sens que ça va être dur sinon. Voilà.
Vous en avez énormément en fait. Toutes les fonctions sont ici. C'est vraiment, on ne va pas rentrer dans le détail, je vous expliquerai au niveau du code ce que je vais faire. Mais il y en a énormément et c'est vraiment super, super intéressant à aller lire. Je vous invite à aller les voir. Voilà. Et surtout, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça permet aussi de récupérer de la data, de la même manière que Cherio. Et ça permet aussi de faire de l'automatisation, en fait, sur la navigation que vous voulez faire, pour récupérer vos données. C'est super intéressant. Pour ça, il y a quand même quelques prérequis. Donc il va falloir quand même l'installation de Casper.js, sinon ça ne risque pas de marcher. Donc vous faites un npm install en global sur votre machine, comme ça vous l'avez, c'est réglé. Vous installez aussi Phantom.js, qui en fait lui est un navigateur headless, qui vous servira en fait pour effectuer toutes les navigations avec Casper. Et bien sûr, il vous faut Node ou Python sur votre machine pour que ça puisse tourner. C'est super important. Si ça ne marche pas la première fois que vous l'installez, désinstallez-le et réinstallez-le. Et des fois, il s'installe mal. Ouais. Ça s'installe mal. Donc il ne faut pas hésiter à désinstaller, réinstaller, Voilà. jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche. Ou sinon, vous faites comme moi. Moi, ça ne marchait pas en désinstallant, réinstallant. Moi, ça ne marchait pas. Moi, désinstaller, réinstaller, ça ne marchait pas non plus. Il a fallu que... C'était un peu plus complexe. Je ne sais pas, c'est ma machine, je crois. Elle ne voulait pas. Elle m'a dit non. Donc du coup, je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer un fichier blueencore.js. Je vais vous le montrer le code. Oui, il faut que je fasse un peu de pub. Attends, tu rigoles ou quoi? Dans lequel, en fait, on va insérer ce code ici, en fait, qui est juste là. Donc du coup, la première chose, c'est qu'on va créer une variable, donc du coup, qui va récupérer notre module. Et on va le démarrer. Donc du coup, on fait un petit Casper start juste en dessous. En fait, la fonction start de Casper, en fait, c'est la fonction qui va vous permettre de naviguer directement sur une URL. Ici, en fait, vous pouvez voir, il y a une petite virgule entre les deux. Le premier paramètre ici, ça va être le site sur lequel on veut naviguer. Donc, on met tout simplement son URL. Et la deuxième partie, ça va être la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir en faire? Donc, ici, moi, ce que j'ai fait, c'était très simple. C'est je me suis dit, on va récupérer le titre de ma page de Blue encore et je vais l'afficher dans ma console. Donc, en faisant un petit écho de mon getTitle. Donc ça, c'est des fonctions qui sont vraiment qui sont vraiment propres à Casper. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Et surtout, ne pas oublier, parce que le Casper.run à la fin, sinon ça ne marchera pas. Je vais vous montrer rapidement en fait sur ma machine ce que ça donne. Alors ici, hop, on va aller dans Casper. Non, mais en même temps, je suis feignant, j'avais ouvert ma console. C'est plus simple. Voilà. On va nettoyer. Donc tout simplement, donc, au niveau du code, je vais appeler ici mon Casper.js. Je suis un peu feignant des fois, donc du coup, je vais chercher dans mon historique, ça ira plus vite. J'appelle mon Casper.js directement dans ma console, avec le code que je vous ai montré juste avant. Je lance. C'est magique. Pourquoi ça marche pas là? Attends. Ah mais non, c'est bon. Ouais, merci. Ouais, je sais. C'est ma faute. J'étais pas dans le bon dossier. Voilà. En plus, c'est marqué là. C'est pas possible. Ouais, je vais m'acheter des lunettes, je crois. Ouais, mais moi, c'est sur le mien, il n'y a pas tout ça et du coup, ça me perturbe moi. Tu vois. C'est pour ça. Ouais, ça fait trop. En fait, pour moi, il y a trop d'informations. Donc du coup, là, voilà, cette fois-ci, ça va aller, vous inquiétez pas. Donc je suis bien dans le bon dossier. Je relance. Ça se relance. Est-ce que ça va marcher ou pas? On sait jamais, hein. Ah, c'est bon. Voilà. Donc du coup, bienvenue dans la mer du code Moussaillon. En fait, pour faire simple, c'est sur le site Blue encore. Sur notre site. Hop. Quand on va l'ouvrir, allez faire un tour sur notre site, il est pas mal. Hein. On a travaillé dur pour le faire. Donc on va regarder en fait ici, en ouvrant la console, on va aller sur le head ici, et on voit ici de quoi? Le title de notre site, qui est exactement le même. Voilà. Donc ça marche. C'est plutôt cool. Hop, on va faire lire. Du coup, ouais, je vous ai zappé ça.
c'est la même chose. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un tout petit peu plus loin. Pas beaucoup plus, vous inquiétez pas, je n'ai pas envie de vous tuer le cerveau, c'est qu'on va aller faire en fait une recherche sur Google et on va aller récupérer tous les liens en fait de notre recherche. Voilà. Et là cette fois-ci, je vais retourner dans mon code. Donc ici j'ai créé un fichier qui s'appelle getlinks from Google. Donc toujours la même chose, ici je vais créer mon instance, je vais lancer mon instance Casper. Dans la foulée, je vais déclarer une var links qui sera un array vide, dans lequel je pourrai mettre tous mes liens à la suite. Et ici, j'ai préparé une petite fonction, en fait, qui va me permettre de formater tous les liens que je vais récupérer. Parce que ce que vous récupérez, en général, c'est un petit peu moche. Il faut cleaner, il faut enlever tout ce qui ne nous intéresse pas dessus. Donc ensuite, on arrive ici sur la partie, ici, tout simple, Casper Start. Donc pareil, on lance le site google.fr directement. Et en fait, vous pouvez voir ensuite d'ici, je me suis amusé à le mettre tout droit pour que vous puissiez voir, on va faire une série d'étapes qui se suivront en fait, qui vont nous permettre de récupérer tous les liens. Donc la première chose, et non des moindres, ça va être la fonction waitForSelector de Casper.js, qui est en fait la fonction qui va vous permettre justement de sélectionner un selector directement dans le DOM pour pouvoir faire quelque chose avec. Je vais vous montrer rapidement, en fait, c'est comme pour Julien, il faut aller sur le site, toujours aller sur le site, vous allez sur le... Hop, on va ouvrir ici. Voilà, et ici nous avons le petit form, il est où mon form? Tout. Voilà, je l'ai perdu de vue. Elle est là, elle est plus haute. Toujours remonter, le voilà, le form, ici. Voilà, donc c'est notre form avec l'action search qui est juste ici. Donc, via la fonction waitingForSelector, je vais récupérer donc du coup la balise form avec l'action search. Tout simplement. Je peux juste rajouter un tout petit truc. Ouais. On m'entend ou pas dans le micro? Ouais, c'est bon. Ouais. WaitForSelector partait d'un principe aussi, c'est que ça permet d'attendre que le sélecteur soit disponible dans la page. Ça veut dire que si la page est en train de charger, ça ne va pas démarrer le script direct, ça va vraiment attendre que le sélecteur soit arrivé dans la page. Donc ça attend le rafraîchissement du DOM et l'apparition de l'élément avant de déclencher la suite. C'est ça. Je vais juste rajouter ça, parce que c'est vraiment hyper important. Ce wait, en fait, permet d'attendre. Ça attend. Et ensuite, derrière, on a un petit point zen qui, en fait, justement, tant que cette partie-là n'est pas faite, on ne peut pas continuer. Donc dans la point zen, on va passer à une première étape qui va être ici en fait de remplir notre champ de recherche. Donc tout simplement, une petite fonction fill, c'est une fonction Casper.js. Comme je vous avais dit tout à l'heure, les fonctions en fait elles sont vraiment très simples au niveau de l'écriture et au niveau de la compréhension. Donc toujours sur notre sélecteur qu'on est parti chercher au-dessus. Ici, ça va être la valeur qu'on veut lui rentrer, donc blue-encore.io. Allez, c'est jusqu'au bout, corporate, tu rigoles. Et le trou ici, c'est comme on est sur un input, en fait, c'est le submit. Voilà. Une fois que cette partie-là est réglée, là seulement on pourra passer à la suite. Et là, on va jouer avec les liens, en fait. Donc ça va nous donner un résultat de recherche, excusez-moi. Et en fait, on va formater nos formats via la fonction getLink qui est ici, en fait. Donc on fait une concaténation de tous les liens et on va toutes les pousser directement dans le link. Oui. Je t'embête un peu. Tu as le droit. Juste au-dessus de la ligne 3 à la ligne 9, vous avez en fait une fonction getLinks. Et ça, il faut faire super gaffe dans Casper. J'en rajoute un peu parce que je l'ai plus utilisé que Christophe pour le coup. C'est un truc que j'utilise depuis des années, Casper. Ça marche pas? Si, ça marche. Okay. Si. Là, je crois Ah, tu crois qu'il faut parler dans le micro pour que ça marche? Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Quand vous avez besoin d'exécuter du JavaScript pur dans Casper.js, d'ailleurs vous pouvez même faire du jQuery dedans, mais c'est plus dur, mais vous pouvez le faire. Il ne faut pas oublier de faire un evaluate. Evaluate, en fait, c'est une sorte d'exec. Donc c'est dégueulasse, mais ça marche bien. Et du coup, on peut faire ça et on peut lui demander d'évaluer des scripts et de les utiliser dans son parseur à lui. C'est une grosse machinerie maintenant, Casper.js. Il y a beaucoup de trucs qui existent déjà. Mais de temps en temps, vous allez avoir besoin de faire ce genre de choses et donc de jouer en réalité des scripts qui sont du pur JavaScript dans Casper. C'est thisEvaluate qu'il faut utiliser en lui filant la fonction. Ça vous sauvera la vie.
Voilà, et donc une fois qu'on a récupéré nos liens juste en dessous, voilà, une fois que toute cette machinerie est finie, une fois de plus on fait un petit zen, donc du coup ensuite, et là on va réutiliser le echo qu'on avait tout à l'heure pour afficher dans notre console. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le nombre de résultats que nous avons, donc avec un petit links.lens qui va nous compter le nombre de résultats qu'on a dans notre array. Et ensuite, on en fait un deuxième dans lequel justement on va afficher tous les résultats de notre recherche. Voilà. Et après, bien sûr, ne jamais l'oublier, le fameux point ROD, sinon ça ne marche pas. Alors, je vais vous lancer la petite fonction qui est là. Voilà. Tu es dans le bon dossier ? Je suis dans le bon dossier cette fois-ci, ça va aller. Voilà. Donc je fais mon Casper.js, je le lance ici, on attend, parce que ça travaille un petit peu quand même. Et là, on obtient bien voilà, ici. On a ici tout en haut le premier écho ici, qui nous dit qu'on a trouvé, vous avez vu, je n'ai pas fait attention aux pieds, qu'on a bien récupéré 10 liens en fait sur notre recherche Google. Et ensuite, donc, on a mis un petit tiret devant et on a bien nos 10 URL qui apparaissent, toutes propres, toutes nettoyées avec notre fonction getLink. Voilà. Et ce sera tout pour moi. Ouais. Donc du coup, je vais te laisser la parole. Ok. Ouais, j'avoue. Juste un tout petit truc en plus. Donc là, les 3 techniques que vous venez de voir, en fait, elles vont crescendo, évidemment. jQuery dans le navigateur. Bon, je fais des trucs dans le nav, c'est super, c'est cool, je peux m'amuser avec. Ça peut être super utile, mais c'est un petit peu embêtant aussi. Ensuite, bien évidemment, on peut utiliser, donc on commence à faire du Node, quoi. On peut utiliser la console, faire du Cheerio, manipuler des structures de données. Ça, c'est hyper intéressant, surtout que là, on peut vraiment imaginer beaucoup de choses. On ne vous a pas montré comment on redirige la sortie du terminal dans un fichier, mais c'est possible. On pourrait reconstituer des JSON, des structures complètes, les mettre dans des fichiers, les réutiliser après. Là, après, c'est votre imagination qui fera le reste. Pour Casper.js, là, c'est pareil. Casper.js, on l'a juste effleuré, on vous a montré très rapidement ce qu'on peut faire avec, mais ça ne s'arrête pas là. Moi, je vous conseille vraiment d'aller regarder la doc, c'est un outil extrêmement puissant. C'est un outil qui vient en surcouche de PhantomJS. PhantomJS, c'était déjà pas mal, mais très clairement, vous ne ferez pas des scripts en PhantomJS, parce que l'écriture est vraiment très très sale. Par contre, Casper, c'est vraiment cool, c'est un projet qui est français, c'est Nicolas Perriot, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce développeur-là, mais Nicolas Perriot, il est très connu dans la communauté des développeurs qu'il a réalisé. Il y a déjà un petit moment maintenant, mais c'est un projet qui continue à vivre et avec lequel on peut s'amuser. On peut vraiment faire de la manipulation de données et ça va très très loin. Sachant que c'est du Node, toutes les librairies Node sont disponibles, ce qui veut dire que vous pouvez lui dire va sur le site, fais un truc, connecte-toi, vas-y récupère tous les machins. Et là on peut vraiment imaginer des scripts très complets. Parce que dans Casper, vous avez possibilité par exemple d'injecter des scripts qui vont se jouer avant et qui vont se jouer après. Donc on peut penser à une identification, par exemple. On pourrait avoir un script qui s'identifie, et donc qui s'identifie à chaque fois qu'on run, etc., etc. Je vous laisse imaginer. On peut faire des trucs assez fous, et on peut mettre ça dans de l'intégration continue, faire beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc ça peut être très intéressant dans plein de domaines. On vous donne ici 2 autres outils. On n'a pas le temps de les montrer, évidemment, ou de jouer avec, mais il y en a qui doivent connaître Puppeteer. Ouais, qui est génial et qui permet aussi de manipuler, de faire beaucoup de choses. Et on a aussi ParseHub qui est une plateforme, pour le coup ici, ParseHub. Alors c'est une plateforme dans laquelle vous allez pouvoir très facilement remplir des scripts et les faire jouer. Bien sûr c'est payant, mais du coup il y a quand même des petites formules, je crois, qui sont gratuites et qui vous permettent de jouer des scripts à intervalles, etc. Ça peut être très utile aussi quand on a besoin de faire des pings de quelque chose ou de déclencher des scripts, etc. Ça marche pas mal. On vous met aussi un dernier lien, donc tout ça vous l'avez sur le dépôt, je vous le rappelle. Ce lien-là, c'est les liens que vous avez dans un peu tous les domaines, les Awesome, je pense qu'il y en a qui connaissent déjà, mais Awesome Web Scraping, ça vous donne énormément de liens, énormément d'articles, de vidéos, de choses à regarder, de librairies qui font partie du monde du scrapping et qui vous permettent d'aller plus loin dans le scrapping. Donc n'hésitez pas à aller là-dedans pour regarder. Vous venez avec moi les gars quand même. Allez, vas-y. Est-ce que tu pourrais remettre le... Non. Quoi ? Le quoi ? Le nom du dépôt qui est affiché. Ouais, bien sûr, bien sûr. De toute façon, si tu tapes Awesome Web Scraping, tu vas l'avoir. Sur GitHub, il y a des Awesome pour tout. Awesome TypeScript, Awesome Angular, Awesome React, Awesome, bien sûr, toutes les librairies. Quoi. Je suis feignant, j'aimerais directement avoir le dépôt du coup. Oui,
bien sûr. Tiens, regarde, il est là. Attends, je reviens tout au début. Ah. Tu vas sur mon dépôt Materasu, c'est mon compte GitHub, meetup-javascript-scrapping avec un seul P, parce qu'on s'était chié dans l'intitulé. Ah oui, 2 P. Ouais. oui, c'est 2 P. C'est parce que tu vois, on est généreux, on met 2 P à ce côté. Excusez-moi, je reviens sur questions. Du coup, on vous écoute s'il y a des questions. Ouais. Ah non, pas toi. Ah, encore? Ah. Ouais. Je t'en ai donné un pour les restaurants, par exemple. Mais après, c'est vraiment très très vaste en réalité le scrapping. C'est en fonction de la demande. Il faut juste savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, la data, c'est quelque chose qui devient très très important. Et pouvoir en récupérer facilement, ça te permet de te constituer des bases de données. Donc potentiellement, je sais pas, tu as un projet dans la food tech, tu veux lister les restaurants, tu vas chez les concurrents, quoi. Et tu commences à, comme ça, hop, récupérer de la data et te constituer une base de données. Ça, c'est un exemple que je te donne. Mais après, il n'y a pas vraiment de cadre puisque c'est illimité. Si tu peux aller sur une page web, tu peux la scraper. Il faut partir de ce principe-là. On peut. C'est quoi? Ouais, ils scrapent à mort. Eux, ils scrapent tout, en fait. C'est un exemple de méga scrapper, quoi. C'est affreux. Mais c'est bien, hein. Ouais, mais ça marche, regarde. Ouais. Alors, attends. Derrière. Comment? Comment? Si tu as une structure HTML, donc du coup tu es un site web, potentiellement tu es scrapable. Mais si je change l'URL, même de l'entreprise. Oui, tu peux faire ça, par exemple, changer l'URL tous les jours, mais du coup tu pètes les liens favoris de tes utilisateurs. Alors ouais, pour ça après c'est plutôt les règles de ton serveur qui vont faire que tu vas, par exemple, tu vas ne pas autoriser une IP si elle a tapé sur ton URL plein de fois. Tu peux te prémunir un peu comme ça, mais en réalité se prémunir du scrapping, ce qui était la demande initiale, c'est impossible. C'est impossible. Alors tu as des sites qui s'amusent à changer les ID et les classes des fichiers CSS. Ce qui fait que du coup, si tu as fait ton petit script avec des classes bien particulières, les mecs, comme c'est des trucs un peu aléatoires, ça marche plus le lendemain. Voilà. Mais rien ne t'empêche d'aller le re-scraper. Enfin, voilà. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, et finalement, c'est un peu aussi le jeu, quoi, tout simplement. Il y a de la donnée HTML, elle est disponible sur Internet. Après, on n'a pas parlé de l'égalité dans ce meet-up, on l'a fait exprès parce que c'est une question qui est très vaste, et en fait, on ne pourrait même pas vous répondre. Il faudrait plutôt avoir un pied dans ce domaine-là pour savoir ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. On ne sait pas exactement. Voilà. Du coup... Ouais. Moi, je trouve ça hyper stylé, clairement. Mais après, est-ce que c'est pas, genre, c'est un peu dangereux si jamais toi t'es un utilisateur de la plateforme, on va dire, je pousse mon réseau LinkedIn avec un script. Est-ce que c'est pas comme par exemple, je prends un exemple concret, quand tu joues à Fortnite sur un MMO et qu'il y a un bug, tu vois, ouais. Et que tu exploites le bug, ouais. Tu peux te faire ban potentiellement. Je suis d'accord. Alors après, il faut savoir que sur LinkedIn, il y a des règles. Voilà. Si tu excèdes un nombre de requêtes, on te dit que tu peux plus. Par contre, il faut savoir que quand tu le fais à la main déjà, quand tu le fais à la main, toi-même, ils peuvent te dire au bout d'un moment, stop, t'arrêtes là, c'est terminé. Tu t'arrêtes d'ajouter des gens, tu en ajoutes beaucoup trop. Après, quand je vous parle d'étendre le réseau, je ne vous parle pas d'étendre le réseau de façon stupide, c'est-à-dire, ok, j'appuie sur tous les boutons se connecter, mais je vous parle plutôt d'étendre le réseau de façon intelligente, c'est-à-dire votre script de scrapping, vous pouvez lui mettre des termes. Par exemple, je ne sais pas, j'ai envie d'ajouter tous les CTO, ou tiens, en ce moment, je cherche un alternant, j'ai envie d'ajouter des alternants. Voilà, donc après, étant donné que c'est du scrapping et on peut faire ce qu'on veut avec la data, on pourrait aussi se dire que dans le titre des postes des gens, on pourrait utiliser des mots. Putain, on les voit, les dalleux, on les voit. On t'a vu. On t'a vu. Alors, on tient simplement du coup à remercier la White Code School pour avoir hébergé notre meet-up. On espère qu'ils vont en héberger d'autres. C'est pour la White que vous applaudissez, c'est ça? Et du coup, merci à tous d'être venus et place à l'apéro.